Euh, bon, les titres de ma présentation de s'occuper les roues des rêves, c'est la ritournelle d'une chanson italienne. Cette chanson commémore en même temps une journaliste allemande, Ulrike Meinhof, et le mouvement politique dans lequel elle a été une expression particulière et parfois extrême. En participant à ces mouvements dans les années 70, j'ai appris que mes désirs ne sont pas complètement séparables des désirs d'autrui. J'ai appris aussi que le lien entre mes désirs et les désirs des autres n'est pas seulement mimétique, comme le veut René Girard, mais aussi métaxique ou participatif, pour le dire comme Platon. Dans le langage de Platon, le mot métexis décrit la participation des choses movables aux idées éternelles. Par ailleurs, cette relation de participation n'est pas balancée, car le poids de l'éternel, c'est trop lourd pour les choses qui changent. Pour cela, selon Platon, notre désir érotique envers d'autres corps, c'est une copie imparfaite d'un désir plus haut, le désir de connaître les idées éternelles. Je voudrais suggérer une approche provisionnelle pour rééquilibrer la relation entre l'idée du désir et la multiplicité des exemples. Si nous construisons l'idée de désir comme un produit d'une activité humaine, à savoir la spéculation philosophique, nous pourrions les comparer aux désirs particuliers en tant qu'autres produits des activités théoriques. Dans ce cas, il serait possible de produire une généalogie des désirs qui inclut à la fois les variétés de l'idée du désir et les désirs particuliers. Cette généalogie des désirs inclut donc les nombreuses réponses à la question « qu'est-ce que c'est le désir ?» La question suggère qu'il y a seulement un désir qui se multiplie dans notre vie quotidienne. Mais car ma généalogie s'occupe aussi des désirs au pluriel, elle va considérer aussi les réponses à la question « quels sont les désirs ?» Bien que cette deuxième question accepte la multiplicité des désirs, elle suggère, comme la première question, que les descriptions de ces désirs ne soient pas affectées par les désirs mêmes. En d'autres termes, ces deux questions ne considèrent pas que toute définition du désir ou des désirs sont des produits des activités humaines. Et donc, comme toute activité humaine, elles sont traversées, pour ainsi dire, par des désirs. Par exemple, je soupçonne que ce même discours que je déroule comme un tapis devant vous est plein de désirs. Plus que cela, en partageant avec vous les désirs comme objet de mon discours, j'ai l'opportunité de révéler à moi-même et à vous, j'espère, certains aspects des désirs qui traversent mon discours. Heureusement, aucun discours n'est complètement déchiffrable, ni par son auteur, ni par son audience. Dans le langage de l'être, un discours est comme le réservoir infini de sens. Dans le langage du devenir, chaque discours s'altère en se répétant. Néanmoins, je voudrais souligner que mon discours sur les désirs est orienté par mon désir de multiplier les désirs et les dissoudre dans leur histoire. Je soutiens que les réseaux d'histoire nous offrent une alternative immédiate aux structures conceptuelles qui bloquent les désirs entre les définitions. Cette alternative n'est pas nouvelle. Dans la pensée occidentale, les désirs ont été formés pour la première fois en cours de narration. Il vaut mieux dire, aujourd'hui, nous lisons dans les transcrits des narrations oraux les expressions des désirs, ou plus précisément de ce que nous appelons désir aujourd'hui. Le même mot désir, qui est apparu dans la langue française au IIe siècle, dérive du verbe latin desiderare, c'est-à-dire désirer. Déjà au 1er siècle, le grammairien latin Verrius Flaccus reconduit ce mot à l'expression desideribus ou de les étoiles. Ce n'est pas étonnant que cette interprétation très charmante ait catalysé les désirs de beaucoup de lecteurs jusqu'à nos jours. Quoi qu'il en soit, dans la langue latine,
desiderium n'est pas le seul mot que nous pourrions traduire comme désir. Les auteurs latins de l'Antiquité, et plus encore au Moyen Âge, revenaient souvent à d'autres mots aussi, cupiditas et concupiscentia. Par exemple, dans son chef-d'œuvre, La Somme théologique, Thomas d'Aquin a utilisé tous les mots desiderium, cupiditas et concupiscentia. Je retournerai sur cet usage plus en avant. Pour le moment, je voudrais solliciter votre attention sur cette pluralité de mots que je lis comme les témoignages ou les quasi-symptômes du défaut d'un concept unifié du désir. Je viens de nommer les concepts du désir. Pour nous modernes, les mots idée et les mots concept peuvent bien souvent remplacer l'un l'autre. Au contraire, dans la langue latine, le mot idea ou idée a été emporté du grec par Cicéron au 1er siècle avant notre ère. Et le mot conceptum ou concept a été inventé comme terme philosophique par Boès au 6e siècle et n'a acquis le sens proche de celui que nous lui donnons qu'au 12e siècle. À ce stade, ceux d'entre vous qui sont familiers avec l'histoire de la philosophie demanderaient « Mais les concepts n'a-t-il pas été découvert par Socrate? N'est pas la question socratique « ti est » ou « qu'est-ce que c'est » qui a introduit les concepts dans la pensée philosophique? Bien sûr, la question socratique « qu'est-ce que c'est » est un dispositif pour produire des entités, ou mieux, des identités. Par exemple, comme je l'ai déjà dit, la question « qu'est-ce que c'est le désir » présuppose qu'il y a seulement un désir. Et pourtant, la question produit l'identité du désir comme une entité singulière. Pour nous modernes, cette production du désir comme entité singulière est tout à fait normale, parce que nous sommes traînés à l'usage des entités singulières que nous appelons concepts. Mais les interlocuteurs de Socrate ne peuvent pas comprendre la question « qu'est-ce que c'est ?» parce que son objet, c'est-à-dire une entité qui est, n'avait pas encore été construit. C'est pour cela que quand Socrate demandait « qu'est-ce que c'est la piété ?» il lui répondait avec des exemples d'actions pieuses. En termes modernes, le concept de piété n'avait pas encore été inventé. L'homme Socrate aussi ne connaissait pas le concept de piété et probablement il dressait ces questions pour souligner l'ignorance des autres citoyens et la sienne aussi. Mais il semble que le caractère Socrate, c'est-à-dire l'écrivain Platon, veut nous faire croire à l'existence d'une série d'entités, les idées, qui incluent entre autres la piété, la justice et le bien. Néanmoins, les idées platoniciennes ne sont pas encore des concepts au sens médiéval et moderne. Le même Platon n'a pas encore des mots pour nommer ces entités. Et il emprunte au domaine sémantique du voir les termes eide ou forme et idéae ou idée. Par ailleurs, pour nommer chaque idée spécifique, Platon utilise des adjectifs qui qualifient des actions particulières et il les transforme en noms. Par exemple, il déploie l'adjectif agathos, bon, dans une phrase autoto-agathon qui définit le bien en tant que tel. Nous pouvons soutenir que pas seulement Socrate et Platon, mais Aristote aussi ne connaissaient pas encore les concepts. Comme Socrate et Platon, Aristote n'a pas de mots pour les nommer. Ce défaut apparaît clairement lorsqu'il applique la question « qu'est-ce que c'est ?» aux idées mêmes. En projetant sur Aristote des termes modernes, nous pourrions dire qu'il cherche de définir les concepts du concept. Mais il faut reconnaître que pour le faire, Aristote ne peut mieux faire que rappeler une qualité du concept, sa permanence supposée.
Lorsqu'Aristote essaie de nommer l'essence ou les concepts d'une chose, il assemble la phrase célèbre « to ti en einai », qui nous pouvons traduire par « l'être qu'il était ». En d'autres termes, selon Aristote, l'essence d'une chose, c'est ce qui dans cette chose ne change pas. Pour définir une entité, Aristote donc évoque la continuité de cette entité dans le temps. Malgré la phrase « to ti en einai » a été interprétée comme la définition aristotélicienne du concept, son évocation d'une trajectoire temporelle doit donc être considérée comme l'évidence de l'absence du concept même. Donc, si dans le meilleur des cas, les concepts en général étaient en construction dans la Grèce classique, dans ce temps, nous ne pouvons pas trouver les concepts du désir. Nous trouverons plutôt les expressions des désirs dans la littérature orale traditionnelle et depuis écrite, que Socrate, Platon et Aristote réorganisent aussi de façon différente. Pour mieux évaluer cette réorganisation, il faut revisiter sa source homérique. Le thumos homérique, qui est placé dans la région entre le nombril et le thorax, est le centre du corps humain. Selon Homère, le thumos est le centre des émotions, de la volonté et du raisonnement aussi. Plus tard, les penseurs que nous appelons présocratiques cherchent à appuyer ces notions sur des motivations physiologiques. Au VIe siècle avant notre ère, Empédocle place le centre de ce que nous appelons la conscience dans le sang qui entoure le cœur. Au contraire, Alcméon de Croton, en expérimentant sur des animaux vivants, situe ces centres dans le cerveau. Quelques auteurs du Corpus Hippocraticum, qui nous appelons médecins, sont cardiocentriques, d'autres sont céphalocentriques. Platon établit une hiérarchie des fonctions qu'il distribue dans des centres différents. Il place les logistikon, ou âme rationnelle, dans la tête. Cette âme contrôle les deux autres. Le thumos homérique, qui est situé dans le thorax, elle est renommée thuméides, et l'épithumétikon, l'âme désirante, qui est située dans l'abdomen. J'ai déjà dit que selon Platon, le désir érotique est une version imparfaite du désir intellectuel pour la connaissance. Aristote est plus pluraliste et il accepte l'existence des désirs différents avec des objets différents, sans leur subordonner l'une à l'autre. Par ailleurs, selon Aristote, et c'est comme pour Platon, les désirs sont des motivations puissantes et nécessaires à l'action. Les cyniques sont parfois les premiers penseurs qui introduisent dans la culture grecque les mépris pour les corps. Néanmoins, ils sont les stoïciens qui extrémisent la position de Platon en considérant les émotions comme des menaces tout court à l'équilibre psychique. Et ils proposent de les contrôler systématiquement. Depuis la chute des démocraties participatives en Grèce et en Rome, ce contrôle des émotions transforme l'impuissance politique de l'intellectuel dans la puissance individuelle du praticien des techniques du soi, pour le dire comme Foucault. Le mépris stoïcien pour les désirs les reconstruit comme des obstacles à l'autonomie individuelle. Ces obstacles ne sont pas aussi insurmontables comme les pouvoirs du monde, et ils peuvent être limités en cours d'une lutte constante, mais au niveau des pouvoirs de l'individu. L'idéal stoïcien de l'apatheia, ou absence d'émotion, le dégoût de Plotin pour son corps,
Et plus encore, les modifications quotidiennes des anachorètes chrétiennes ne sont donc pas des renonciations au désir. Au contraire, toutes ces stratégies témoignent d'une réaction généralisée à l'impuissance sociale et politique. Cette réaction produit des constructions des désirs et de leur contrôle qui expriment mieux la volonté de puissance de leurs contrôleurs. Les idéologies individualistes du stoïcisme, du néoplatonisme et des diverses foi chrétiennes absolutisent la capacité décisionnelle limitée du citoyen de la police grecque et de la République romaine. Et elles transforment cette capacité décisionnelle dans l'autonomie individuelle du cosmopolites, c'est-à-dire les citoyens du monde de l'idéologie stoïcienne. Cette autonomie n'est que l'image idéalisée du pouvoir d'action que l'individu regagne grâce à la vertigineuse réduction de son influence de la sphère sociale à la sphère psychique individuelle. Dans la culture traditionnelle grecque, les histoires homériques et leurs reprises par les théâtres tragiques stigmatisent le désir de maîtriser complètement son propre destin individuel comme hybris, c'est-à-dire un excès d'arrogance. Cette hybris contredit l'ordre établi par Dike, les caractères féminins qui personnifient le destin et que même les dieux ne peuvent arrêter. D'Achille à Édipe, les tentatives d'échapper au destin sont rétribuées ponctuellement avec des événements catastrophiques qui reconduisent cruellement l'individu à sa dimension naturelle d'incertitude. Bien sûr, dans cette culture traditionnelle grecque, les maîtrises du destin individuel cultivées par les stoïciennes, les néoplatoniques et les chrétiennes auraient été condamnées comme hybris, c'est-à-dire une coupable arrogance. Ces idéologies individualistes, en convertissant un vice public dans une vertu privée, effectuent donc une transvaluation des valeurs qui adresse à nouveau radicalement les processus de subjectivation. Pour cela, les idéologies individualistes anciennes sont des étapes essentielles dans le parcours qui mène à ces petits monstres que nous appelons individus. Il n'est pas surprenant que le même mot latin individuum, c'est-à-dire individu, est une invention de Cicéron, qui l'utilise pour traduire le mot grec atomos, qui à son tour signifie littéralement pas divisible. Cicéron jouait un rôle central dans le processus de traduction de la culture et de la philosophie grecque dans le langage et la culture romaine. En général, l'éclectisme philosophique des auteurs comme Cicéron, Sénéca et Apuleius produit des traductions qui sont, selon l'adage italien traduttore, traditore, en même temps des trahisons des textes originaux. En particulier, car Cicéron et Sénéca sont influencés par le stoïcisme, ils donnent à leur traduction des philosophes grecs classiques une perspective individualiste que les textes originaux ne connaissent pas. Au Moyen Âge, ces traductions tendancieuses deviendront un véritable goulot d'étranglement pour la pensée grecque, parce que les textes originaux ne seront plus accessibles dans l'Europe chrétienne. Toutefois, pour les auteurs chrétiens de l'Antiquité tardive, les traductions des textes grecs n'incluent pas seulement des œuvres philosophiques, mais surtout des textes religieux, comme la Bible des Septante et les lettres de Paul. Dans les traductions de ces lettres en latin, le mot-clé pauline agape devient caritas ou carité. Cette traduction éloigne l'expression pauline agape de ses liens sémantiques avec les désirs érotiques
qui seront rétablis seulement avec sa traduction moderne, amour. Pour deux écrivains, les désirs sont cachés dans les mots mêmes, qui sont aussi les rejets immédiats du désir. En tant qu'écrivain, les pères de l'Église vacillent entre leur dévotion pour l'écriture et pour les lettres. Jérôme raconte un rêve dans lequel Dieu en personne lui reproche « Tu n'es pas chrétien, tu es cicéronien ». Jérôme, c'est l'épitome de l'homme chrétien nouveau qui en apparence lutte contre les désirs, mais qu'il est plutôt pris dans un conflit entre des désirs. Ce conflit est mis en scène par Augustin. Sa conversion au christianisme n'est pas seulement une soumission finale à son désir, à la fois édipienne et mimétique du désir de sa mère. Il est aussi l'exercice de sa volonté de puissance sur un sujet, soi-même, qui est parfois plus limité, mais beaucoup plus contrôlable que les turbulents bas empires romains menacés par les barbares. Quand Boès écrit La consolation de la philosophie au VIe siècle, il ne vit pas les conflits entre les désirs pour l'écriture et les lettres, parce que le christianisme a déjà gagné sa lutte contre la culture païenne. Paradoxalement, ce conflit est ressuscité au XIIIe siècle par les défenseurs de l'orthodoxie religieuse, qu'ils réinventent en tant qu'opposition entre foi et raison. Néanmoins, les conflits prétendus entre vérité de foi et vérité de raison est, plus modestement, une lutte intestine contre les théologiens qui redécouvrent le texte d'Aristote. Aujourd'hui, le plus fameux de ces théologiens est Thomas d'Aquin. En réécrivant la pensée aristotélicienne en termes chrétiens, Thomas reconsidère le désir. Selon Thomas, le mot desiderium décrit le mouvement vers l'objet désiré en général, et le mot concupiscentia indique le désir d'un objet sensible. Car c'est l'absence de l'objet de plaisir sensible qui cause le désir, cette concupiscentia, c'est le désir conjoint de l'âme et du corps, conjoint. Les réformes ne changent pas radicalement la relation de l'individu avec ce désir, mais ils modifient de façon fondamentale la relation de l'individu avec les autres. Calvin aussi fait appel à Aristote, mais seulement pour démontrer qu'un péché inévitable peut être volontaire. Cette servitude volontaire au péché ne peut pas être éliminée complètement parce que c'est l'effet de la chair. Néanmoins, selon Calvin, nous agissons uniquement dans la mesure où Dieu nous fait agir. En mettant l'accent sur la relation personnelle entre l'individu et Dieu, les réformeurs négligent tous les liens sociaux des sujets. Par conséquent, la réforme façonne un horizon social peuplé par des individus atomisés. Au XVIIe siècle, les modernités ont construit dans cet horizon. L'absolue dépendance des sujets envers Dieu, théorisée par les réformateurs, est bouleversée par les inventeurs des modernités dans l'absolue indépendance des mêmes sujets. Selon Hobbes, les désirs ne sont pas condamnables moralement et les sujets ont le droit de leur poursuivre librement. Mais Hobbes souligne aussi que l'expression libre de ces désirs individuels peut être politiquement désastreuse. Pour cela, l'exercice des désirs individuels doit être contrôlé par un moyen politique, la souveraineté absolue. Les modernes ne répètent pas seulement les gestes de Platon qui déclassent les désirs sensibles
au plus bas niveau de l'âme. Descartes remplace aussi la division platonique et médiévale entre les différents niveaux de l'âme avec la dichotomie entre le corps et l'esprit. Les déplacements cartésiens des parties sensibles de l'âme du domaine de l'esprit à celle du corps opèrent un véritable nettoyage éthique qu'aucun penseur médiéval ne pourrait imaginer. Spinoza transforme la dichotomie cartésienne entre le corps et l'esprit en la dualité des modes d'une même substance. Cette substance est animée par un principe général que Spinoza appelle conatus et qu'il définit comme le désir de se conserver. La définition spinozienne de conatus répète quasi à la lettre Thomas d'Aquin, qui à son tour est influencé par des textes néoplatoniciens comme les Liber de Causis ou Livre des causes. Toutefois, même si la définition de conatus n'est pas originale, Spinoza déploie ces termes pour déplacer le langage de l'être vers la direction du devenir. Ce déplacement n'est pas facile parce que les philosophes grecs ont façonné le langage de l'être précisément pour produire des objets immuables qui puissent échapper au devenir. Selon Thomas d'Aquin, tous les êtres mouables cherchent à se conserver. Mais car selon Spinoza, il n'y a pas d'être immuable. Le désir de se conserver, c'est le principe de toute réalité. L'effort fait pour persévérer n'est donc plus la tentative impossible d'émuler les objets immuables par ces mouables. Au contraire, la conservation de l'être même, de chaque entité, c'est le produit du désir. Pour réfuter le principe de l'intérêt personnel absolu au sens de Hobbes, Hume fait appel à la bienveillance naturelle des humains et à leur désir d'approbation. Rousseau aussi conteste les raisonnaires violents, un sobriquet que lui et Diderot ont trouvé pour Hobbes. Rousseau invite Hobbes, c'est une citation, à multiplier son être et sa félicité, et les partageant avec ses semblables. Mais en général, les critiques de Hobbes ne réfutent pas son individualisme, qu'il cherche seulement à atténuer avec les lénitifs traditionnels de la théologie, bien que déguisés comme principes moraux ou philosophiques. Dans les années 1840, deux jeunes hegeliens, Stirner et Marx, exposent les camouflages philosophiques de la théologie allemande, qui soumet les désirs au contrôle de la police intérieure de la conscience luthérienne. Mais c'est Nietzsche qui réordonne ces camouflages philosophiques des concepts théologiques dans une généalogie qui remonte à Platon. Nietzsche sape le langage de l'être en examinant sa construction historique. Selon Nietzsche, l'être, c'est le produit des pratiques théoriques des philosophes grecs et de leur Wille zur Macht, une phrase allemande qui est généralement traduite comme volonté de puissance. En fait, Nietzsche utilise le mot Wille pour décrire une tendance qui n'est pas individuelle. Et il déploie le mot Macht, puissance, pas tellement comme concept, mais bien pour indiquer l'expansion imprévisible de la capacité d'action ou pouvoir faire. Par conséquent, il n'y a pas un sujet individuel de la Wille zur Macht, phrase qu'il vaut mieux traduire par désir généralisé d'accroître le pouvoir faire.
On peut comparer la Wille-zur-Macht avec un autre désir, les conatus de Spinoza. Dans ce cas, on réalise que le désir de pouvoir faire nietzschéen n'a besoin ni de la continuité dans le temps d'un être, ni de l'être même. Plus que ça, chaque description d'un désir de pouvoir faire est en même temps l'expression du désir de pouvoir faire qui traverse celui qu'il décrit, pour ainsi dire. Selon Nietzsche, le sujet réel n'est plus l'acteur, mais l'acte. Nietzsche décrit des désirs différents sans cacher ses préférences. En outre, il revient souvent à des métaphores cliniques qui ordonnent la réalité selon les deux polarités de santé et maladie. De plus, il réitère son « oui » à la vie, qui suppose, contrairement, une approche négative à la vie même. Toutes ces oppositions sont susceptibles d'ouvrir la voie à des pathologies de désir, qui, par exemple, distinguent désirs bons ou mauvais, ou qu'opposent tous les désirs à des déplacements des désirs mêmes. Cette dernière possibilité est explorée par Freud, qui lie les comportements humains à la lumière de la notion de libido ou énergie des pulsions sexuelles. Bien que cette énergie est dirigée vers objets divers au cours des divers étages de l'évolution individuelle, selon Freud, il doit idéalement arriver à s'exprimer dans les termes d'une relation génitale hétérosexuelle. Après la Première Guerre mondiale, Freud ajoute un deuxième principe qui, en quelque façon, contraste avec les premières et qu'il appelle pulsion de mort. C'est possible d'associer ces derniers principes à la répétition et à l'uniformité, et la libido plutôt à l'expansion et la variété. Pour cela, selon Freud, la libido est destinée à la frustration par les règles de la civilisation, qui produit nécessairement des individus mal adaptés. En décrivant la civilisation comme un processus essentiellement répressif, Freud refonde donc la narration du bon sauvage sous la forme de ses récits anthropologiques. Freud construit la théorie psychanalytique comme une pathologie du désir individuel. À partir de cela, Wilhelm Reich déplace son attention vers les investissements collectifs du désir. Il considère un phénomène de masse contemporaine, la montée du fascisme, comme le fait du désir pour l'autorité. Dans les mêmes années 1930, Marcuse trace les racines généalogiques du désir de soumission à un ordre autoritaire. Il remonte jusqu'à Luther pour souligner l'apport du modèle éducatif d'après la Réforme au penchant autoritaire des Allemands. Bien sûr, les enquêtes par Reich et plus encore par Marcuse nous rendent l'image d'une pathologie du désir qui est historique et culturelle, plutôt qu'individuelle et fonctionnelle. Néanmoins, les rapproches aussi suggèrent qu'il y a une normalité du désir, bien que cette normalité soit déterminée historiquement et culturellement. Canguilhem nous montre que la notion de normalité, c'est problématique en général et plus encore avec des vivants. Selon Canguilhem, une anomalie n'est pas une anormalité et diversité ne signifie pas maladie. Encore, la normalité implique sa propre normativité et plus en général, toutes descriptions supposées sont à la fois des prescriptions. Pour le dire comme Nietzsche, toute énonciation de la logique ou l'histoire ne représente pas simplement la réalité, mais la façon aussi.
Les machines désirant conçues par Deleuze et Guattari n'actent pas en représentant leur objet manquant, mais ils leur produisent. De cette façon, ils passent de la métaphore freudienne du théâtre de l'inconscient à celle d'une usine. Pour autant, car les machines désirantes n'ont pas de sujet, ils sont une alternative au couplage inévitable d'individus et de désirs, qui jusqu'alors avait été refusé seulement par Nietzsche. La production désirante ne peut pas être représentée, mais elle peut devenir part entière de l'activité productive d'autres machines désirantes. Par exemple, l'activité des machines désirantes qui sont à l'œuvre dans mon acte courant de lecture comprend aussi des références au texte de l'Anti-Oedipe qui a été produit par une autre chaîne de production désirante. Les machines désirantes récupèrent la capacité d'outrepasser le langage de l'être qui caractérise la Willensmacht ou désir de pouvoir faire Nietzsche. En particulier, les machines désirantes et leur activité productive, qui Deleuze et Guattari définissent plus tard comme agencement, échappent aux dichotomies des pathologies du désir. Car la production désirante ne se mesure plus sur un être absent quelconque, et elle est imprévisible. La bonne ou mauvaise qualité de ces produits peut être jugée seulement selon des critères immanents à la production désirante même. En plus, l'acte du jugement sur des désirs implique aussi la production d'autres désirs. Et pourtant, la chaîne de production désirante s'éteint sans cesse. En fait, il vaut mieux parler des réseaux de production désirante. Si nous décidions d'utiliser l'outil théorique des machines désirantes ou les refont comme agencement, ces réseaux de production désirante pourraient nous aider à remplacer les pathologies du désir avec une pharmacologie du désir. Dans les réseaux d'agencement, nous pourrions utiliser des notions comme régression et désindividuation, moins comme des représentations des pathologies objectives que comme des outils d'intervention pharmacologique. En dehors du langage de l'être, les conditions de félicité de la production désirante ne dépendraient pas d'une limite préexistante entre les normales et les pathologiques, mais de sa capacité de transformation. Par exemple, il n'y aura pas de régression, sinon celle que nous serions capables de renverser. Dans ces réseaux de pratiques, la thérapia pourrait regagner sa priorité pratique et théorique sur la diagnosis, comme il était au temps du Corpus Hippocraticum, avant que les philosophes imposent la priorité de la question « pourquoi » sur la question « comment faire ». La question « pourquoi » a à la fois fondé la puissance du savoir et a justifié le remplacement d'un savoir avec un autre savoir. C'est à nous d'interrompre celle que Derrida appelait une chaîne de substitution d'un centre métaphysique avec un autre centre métaphysique. Les réévaluations des désirs par Spinoza, Nietzsche, Deleuze, Guattari, nous avons montré un moyen de sortir de cette contrainte. Une pharmacologie des désirs pourrait convertir leur savoir en notre pouvoir-faire. Merci.